Bonjour à toutes et à tous, 100% éleveur, on est en direct du sommet de l'élevage jusqu'à 14h30. Notre invité aujourd'hui est éleveur de limousine en Corrèze, c'est Sébastien Lagrafeuille. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue à toi sur le plateau. Merci. On va présenter tout à l'heure tes activités avant d'accueillir nos chroniqueurs avec notamment Pauline qui est déjà là. Bonjour Pauline. Bonjour. Tu nous as amené un drôle d'objet, tu vas nous expliquer tout à l'heure de quoi un peu drôle, oui. Très coloré. Et on accueillera pour la rubrique prévention Pablo Fernandez pour nous parler de la plateforme Grand Village qui est un outil d'aide à la gestion pour les agriculteurs qui font du circuit court. Dans la rubrique énergie, Blandine Tuel et son invité parleront méthanisation. Et enfin dans la rubrique 100% environnement, on accueillera un éleveur, Mathieu Ponchon, qui nous racontera son parcours, son cheminement vers la décarbonation et l'amélioration de la qualité de ses sols. Et on commence avec toi Sébastien Lagrafeuille donc. Toi tu es en Haute-Corrèze je crois, c'est ça? C'est ça, je suis en Corrèze, limite Haute-Vienne, à 1 kilomètre entre le département de la Haute-Vienne et la Corrèze. Sur une exploitation familiale, sur un troupeau de 300 mères vaches limousines inscrites, donc il y a 650 animaux en permanence. Pour cela, il y a 4 associés et une SAU de 450 hectares. Et donc vous êtes sélectionneur, c'est ça? Et vous vendez, tu m'as expliqué, dans toute l'Europe, vraiment partout. Tout à fait, donc on est éleveur-sélectionneur. Donc l'activité principale, c'est de faire naître les meilleurs reproducteurs en race limousine, spécialisés en limousine. Et de là, on découle des ventes en France, bien sûr, pour les éleveurs français, mais surtout, et beaucoup, et de plus en plus, dans toute l'Europe, où je suis présent un petit peu dans tous les pays d'Europe et je commercialise dans toute l'Europe. J'ai aussi la fonction de juge limousin agréé international, et il m'arrive de me déplacer dans le monde entier. Ça va beaucoup en Europe, mais jusqu'au Mexique et d'autres pays de cette envergure, pour juger notre belle limousine qui est présente aujourd'hui dans plus de 80 pays dans le monde entier et donc qui est la première race exportatrice et qui est la deuxième race en termes d'effectifs sur le territoire français. Le pays le plus lointain dans lequel tu es allé ou le plus incroyable? Le plus lointain, c'est le Mexique. Le Mexique. Le Mexique. Tu es allé juger là-bas au Mexique? J'ai jugé une semaine au Mexique, ouais. Et les concours ressemblent à ceux qui se passent en France ou c'est différent? Les présentations sont un petit peu différentes parce qu'ils ont une technique un peu très américaine de présentation. C'est un show. C'est un petit peu plus un show, ouais. Mais la qualité des animaux est toujours là, quoi. Et tu me disais aussi que tu étais donc passionné de la race, ça on peut le voir, et que ta mère petite te disait va faire tes devoirs Sébastien. C'est ça, mais quand il m'avait perdu, quand j'étais tout petit, dès l'âge de 5 ans, et quand il m'avait perdu, il me trouvait dans les étables avec les animaux. Donc voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je l'ai pas, ça a été, pour moi je me suis pas posé de question, qu'est-ce que je ferais comme métier plus tard, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu vendais tes animaux dans toute l'Europe, voire au-delà. C'est lié à ton travail de juge international ou c'est vraiment indépendant? Forcément, tout est un petit peu lié parce que on rencontre des éleveurs de par les ventes, mais aussi de par le jugement. Et après, la qualité de présentation des animaux que je fais dans les concours, aussi bien sur le plan régional que national, fait que certains éleveurs viennent se rendre compte de la production ou de la qualité de mes animaux et sont intéressés par cette génétique pour amener certains points améliorés sur leurs élevages, quoi. Donc tout est forcément lié à un moment ou à un autre, quoi. Et quels sont tes critères de sélection en particulier qui peuvent être appréciés notamment par tous ces éleveurs? Moi j'ai 2 critères très importants qui aujourd'hui qui correspondent tout à fait à ce qu'on soit éleveur français ou qu'on soit éleveur dans d'autres pays. On s'aperçoit quand même globalement que la main d'œuvre se restreint dans les exploitations. Les exploitations sont de taille un petit peu plus grande. Donc moi mes 2 premiers critères de choix qui sont pour moi les plus importants, ce sont la docilité des animaux et les facilités de vélage de ceux-ci. Puisque sur des exploitations où à l'époque il y avait 40 à 50 vaches pour un exploitant, aujourd'hui on arrive à 80-100 et les éleveurs n'ont plus le temps d'assister le vélage, d'assister la première tétée, et donc certes la limousine a cette facilité de vélage, elle s'exporte notamment pour ça parce que c'est une race rustique qui s'adapte à différents climats, mais c'est surtout qu'elle est à 98% du temps elle vèle seule.
sans assistance et que le veau tète le premier lait, le colostrum, dans les premiers quarts d'heure de sa vie. Et donc c'est son point fort aujourd'hui. Et nous, éleveurs sélectionneurs français ou même dans d'autres pays, on doit conserver cette richesse que l'on a dans notre race, quoi. Bien sûr, après, on cherche la conformation, on cherche les caractères laitiers, on cherche tous ces critères. Mais on doit avoir une notion quand même économique avant tout dans l'élevage, puisque la taille des exploitations n'est plus la même d'il y a 50 ans. Alors tu parlais de veau, on va continuer en parlant en tout cas de bien-être animal et puis explorer un peu cet objet que Pauline nous a apporté dans notre première rubrique 100% bien-être. Pauline, donc tu nous as apporté un objet très coloré. Oui. Avant de dévoiler à quoi ça sert, j'ai envie de demander un peu à l'éleveur qui est présent avec nous, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de ça dans une ferme? À quoi ça pourrait servir, ça? Alors, tout dépend comment on va interpréter les choses, mais disons que... Si je comprends bien, c'est quand même ça a une relation directe avec les jeunes veaux. Oui, voilà, c'est plutôt destiné aux jeunes ou aux âgés? Vous dites plutôt les jeunes. Moi, je dirais plutôt les jeunes. Oui, bon, déjà, c'est une bonne réponse. C'est un bon point. Oui. Donc, effectivement, alors, je suis en train de développer ce produit avec la société Bioré Agri. Donc, ça va être le concepteur et moi, je suis... C'est un prototype, donc on a là sous les yeux, que tu as fabriqué toi-même. Tout à fait, et qui est assez... La dimension est bien réfléchie. La dimension représente à peu près la bouche du veau qui peut saisir le barreau. Donc c'est à peu près 17 cm, c'est calculé et étudié. Donc cet objet est à suspendre dans les parcs des veaux. Alors les veaux, il y a l'âge bien sûr, ça va être du veau qui a 3-4 mois jusqu'à l'âge du sevrage. Alors en allaitant, c'est un sevrage tardif, c'est la chance qu'on a pour les veaux allaitants. Donc on peut leur installer après le sevrage de la mère. Mais le veau laitier, on peut leur mettre beaucoup plus tôt, puisque le sevrage est beaucoup plus précoce. Donc pourquoi développer cet objet? Tout simplement pour répondre aux besoins fondamentaux de succion et de mastication du veau. Le veau allaitant, il a la chance d'avoir une tétine à disposition qui lui offre du lait, mais aussi de l'antistress, parce que le veau se détend énormément en déglutissant et en mâchouillant. À la succion, d'accord. Donc le veau allaitant, il a cette chance-là, tant mieux pour lui. Le veau laitier, il est un petit peu dans la frustration, puisque justement, quand il vit un stress, que ce soit dans sa niche ou en parc collectif, il est un petit peu mal et il ne sait pas comment évacuer son stress. Si, il trouve des solutions, malheureusement, il va rediriger son stress vers les congénères, il va se mettre à téter les oreilles ou les queues et on va être obligé de leur faire porter des anneaux anti-succion. Donc c'est pas très confortable, visuellement c'est pas très joli, et puis les éleveurs n'aiment pas trop être obligés de faire ça. Donc si on met ce genre d'objet dans les veaux, on va répondre aux besoins de mastication du veau. Donc les matériaux sont vraiment réfléchis, il faut des matériaux assez souples, mais pas déchirables et pas ingérables, et puis des matériaux avec lesquels ils vont pouvoir jouer, parce que le veau est très joueur avec la langue, il va beaucoup explorer en dehors du mâchouillement et de la succion. Donc j'ai pu concevoir cet objet là avec, pour l'instant on a réfléchi avec des jouets pour chiens, ok, mais nous on est avec Jean-Vincent Bioré, on est vraiment en train de travailler sur le choix du caoutchouc, la forme, les couleurs, parce que tout a son importance, le bovin ne voit pas les couleurs comme nous, donc autant tout est étudié. C'est un objet autant ludique que d'apprentissage. Tout à fait, anti-stress et qui répond à des besoins. Merci Pauline. Alors, quand est-ce qu'on pourra retrouver cet objet? Est-ce que il est en cours de réalisation, de conception. Il a un nom? Éthosens, en 2 mots, éthologie et sens sensoriel, puisque là il y a tous les sens qui sont mis en éveil. Merci beaucoup Pauline. Avec grand plaisir. Demain. À demain. Et on va regarder tout de suite justement une vidéo sur l'entreprise Bioré qui vient de recevoir un sommet d'or. Et Vincent Motin est allé en Bretagne justement pour découvrir ce tapis rafraîchissant créé par l'entreprise Bioré. Avec
son sommet d'or, Bioréagri peut faire le chaud mais surtout le froid. Derrière l'anglicisme Heat Stress Dynamic Control se cache une innovation bien française qui permet de lutter contre le stress thermique des vaches laitières. Depuis quelques années, Bioréagri proposait l'Aquaclim, un matelas à eau pour refroidir les vaches laitières. Avec le boîtier HSDC, le système devient dynamique. La circulation de l'eau s'active désormais selon le THI, un indicateur qui intègre la température et l'humidité dans le bâtiment. La technologie HSDC calcule la chaleur à extraire des animaux grâce à des sondes dans les bâtiments. Le système permet donc de s'adapter à chaque élevage. Le système est également paramétré en fonction du potentiel de production des animaux. Ici, avec des vaches hautes productrices à 12 000 kg de moyenne, la circulation de l'eau dans les matelas s'activera à partir d'un THI de 64. Pour affiner son projet, Bioréagri a travaillé avec l'école vétérinaire de Nantes. Les études montrent que les vaches refroidies sont couchées 1h20 de plus par jour. Une vache couchée rumine mieux, ingère mieux et logiquement produit plus de lait. Le système s'adapte à tout type de logette. Le circuit d'eau peut lui être relié au choix à une pompe à chaleur ou à un puits. Voici donc un nouvel outil pour maintenir la production laitière dans un contexte de changement climatique. Merci Vincent et bravo à l'entreprise Bioré pour ce sommet d'or. Je t'ai vu regarder attentivement, alors bien que tu sois peut-être pas concerné par ce type d'équipement. Sébastien, les matelas rafraîchissants créés par Bioré, c'est nouveau ? Ça peut t'intéresser, enfin, la technologie t'intéresse d'une manière générale ? Tout m'intéresse et tout, déjà je suis curieux de nature donc tout m'intéresse et surtout quand on peut amener des solutions pour le bien-être animal. Alors forcément en race allaitant on n'a pas forcément les mêmes demandes, les mêmes attentes qu'en élevage laitier, mais la notion de stress sur les animaux... oui, avec aussi l'objet créé par Pauline notamment. Par exemple. Tout ça, ça va dans le même sens, dans le sens du bien-être animal. Des petits éléments techniques qu'on peut apporter dans les bâtiments sur les animaux en période hivernale, parce que nous, les animaux sont hivernés 5 à 6 mois de l'année en fonction des années, des conditions météorologiques. Mais pendant cette période hivernale, moi, à titre personnel, j'essaie d'amener toutes les solutions possibles pour ressentir, en tant qu'éleveur, le bien-être de mes animaux. Et quand je reçois des gens qui viennent visiter mon élevage, aussi bien des lycées, des collèges, mais aussi des professionnels, j'ai l'impression que tout le monde ressent bien ce bien-être, où les animaux sont confortablement installés et sont paisibles tout au long de la journée. Et en tant qu'éleveur, pour moi, ça a une grande importance. On va passer à un autre sujet, on va parler commercialisation et gestion justement de cette commercialisation dans la prochaine rubrique avec Pablo Fernandez qui va venir nous parler de Grand Village, donc un outil qui aide les agriculteurs à... Bonjour Pablo. Bonjour. Pablo Fernandez, CEO en bon anglais ou directeur de Coupanda. Les deux marches. une entreprise partenaire donc de Groupama qui est partenaire sur cette rubrique. Et toi Pablo, tu proposes une solution en ligne pour aider les agriculteurs quand ils se lancent dans la vente directe. Alors il me semble que toi Sébastien, c'est pas ton cas, toi tu es dans le cas de vente en coopérative et en marchand de bestiaux. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et je commercialise aussi moi-même pas mal d'animaux reproducteurs directement. D'éleveur à éleveur. Et là, ça va concerner quel type de commercialisation, Pablo, l'outil Grand Village ? Du coup, Grand Village, c'est un outil qui va permettre d'accompagner le producteur dès qu'il va sortir du schéma d'intégration de coopérative, ou en tout cas quand il va vouloir gérer ses ventes et gérer des clients en direct. Exemple, vente directe à la ferme, vente en magasin. Ça peut être aussi bien du particulier, donc sur l'exploitation, en livraison, en expédition même, partout en France, avec des transporteurs partenaires, mais aussi à des professionnels, donc avec de la GMS, des enseignes spécialisées, des restaurants, même de la restauration collective. Donc l'idée, c'est de vraiment accompagner sur 100% de la commercialisation du producteur. Alors, il s'agit d'une plateforme en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que ça peut être un peu abstrait comme ça quand on ne connaît pas.
Alors en fait, c'est un petit outil qui est mobile. Qui se met sur smartphone. Il est sur le smartphone, mais il peut aussi être évidemment utilisable depuis l'ordinateur. Donc l'idée, c'est vraiment, à partir du moment où le produit est prêt à être commercialisé, donc que ce soit sur la diffusion sur différents canaux, parce que le producteur, on parle souvent de multicanal, mais lui il est multicanal depuis longtemps, donc il y a du téléphone, du SMS, en ligne, hors ligne, donc vraiment sur cette multidiffusion, la centralisation des commandes et jusqu'à la facturation, et même sur la gestion de la base de données client, on vient vraiment enlever tous les petits cailloux dans la chaussure du producteur dans son quotidien pour sa commercialisation. Et oui, parce que quand on commence à faire de la vente directe ou du circuit court, évidemment, on n'est plus que producteur. On a d'autres compétences à acquérir en fait. Exactement. En fait, un producteur, quand il sort du schéma de coopérative ou d'intégration, il est en effet, il y a d'abord un premier métier de commercial ou commerçant. Donc la première étape, c'est de trouver des clients. Ensuite, il faut le fidéliser, ce qui dans certaines entreprises sont déjà deux métiers différents. Ensuite, il y a vraiment un travail de communication. Donc il faut être bon pour faire connaître ses produits. On peut faire le meilleur produit du monde, si personne ne le connaît, on ne le vendra pas. Il y a un travail des fois de gestionnaire, donc aussi de bonne livraison, facture, relance d'impayés, faire les rapprochements bancaires à la fin de l'année, etc. Donc c'est vraiment un travail de gestion. Et enfin, il y a aussi un travail de livreur. Souvent le producteur, quand il livre sa production, il passe des fois des journées entières sur la route. Donc l'idée, c'est de venir, tous ces métiers qui ne sont pas considérés souvent comme cœur de métier, on va venir aider l'agriculteur avec ce petit outil depuis son smartphone. À le guider en fait. Exactement, on vient vraiment l'accompagner au quotidien avec cet outil. Ouais. Pablo, comment on fait pour trouver l'outil en ligne ou en agence peut-être pour en savoir plus déjà et peut-être s'abonner? Alors l'outil en effet, on peut aller sur grandvillage.com en ligne. Grandvillage.com. Donc là, Grand Village sans D, comme ici. Donc ça c'est la première étape. Sinon on peut se rapprocher de son conseiller clientèle si besoin. Et ensuite il redirigera vers nos équipes directement. Merci beaucoup à toi Pablo. Merci à tous les deux. Merci. Et on poursuit cette émission avec la chronique énergie. Et Blandine aujourd'hui accueille Hugues qui travaille chez GRDF et ils vont parler méthanisation. Merci Pablo. Bonjour Blandine. Bonjour. Bienvenue pour ta chronique énergie. Aujourd'hui, on change de sujet. Hier, on parlait agrivoltaïsme et aujourd'hui, on parle méthanisation. Tout à fait. Donc aujourd'hui, méthanisation avec Hugues. Donc merci de votre venue. Et donc, on va parler méthanisation et innovation et notamment le lien entre méthanisation et transition agroécologique pour les éleveurs. Bonjour. Bonjour Blandine. En quelques mots, GRDF, tout le monde connaît ? Ça serait bien. Alors GRDF conçoit les réseaux de gaz, les exploite, les maintient, et puis les étend pour aller chercher toutes ces belles installations de production de biométhane. Très bien. Et alors, quel est le lien entre GRDF et transition agroécologique ? Alors comme ça peut paraître un peu lointain, mais il faut savoir que GRDF a un projet d'entreprise qui s'appelle Décarbonation et qui, au passage, donc s'intéresse à tout ce qui est de nature à favoriser donc la transition énergétique. Alors sur l'agroécologie, bien entendu, notre intérêt, c'est de regarder comment avec les éleveurs, comment avec les agriculteurs, on peut travailler sur des méthodes plus durables et au passage, travailler également vers la production de gaz renouvelables. D'accord. Et donc GRDF accompagne particulièrement donc, les porteurs de projets en méthanisation ? Oui, parce que même si on en parle facilement comme ça, c'est pas si simple que ça de faire une usine de méthanisation, si je puis dire, une installation. Donc on accompagne dès le départ en étude de faisabilité pour voir déjà si on est sur une idée qui tient la route, que ce soit en termes de parcours, de distance au réseau, de localisation. Et puis après, on accompagne dans le cadre des travaux. Quelques kilomètres d'extension de réseau sont quelquefois nécessaires pour accorder l'installation. Et puis après, on accompagne également sur la filtration du gaz et la qualité du gaz, la mesure de la qualité du gaz avant de l'injecter, parce qu'il faut que le gaz vert produit soit rigoureusement identique aux spécifications du gaz naturel aujourd'hui fossile. Voilà. Et notre idée, c'est bien sûr de le remplacer progressivement, le gaz fossile, par ce gaz renouvelable. D'accord. Et alors, donc Sébastien, toi, tu as aussi une unité de méthanisation. Et comment GRDF t'a accompagné justement sur l'ensemble de ce projet ?
Donc moi, ça fait 2 ans maintenant, ça va faire 2 ans que mon unité de méthanisation est en fonctionnement. Je dirais que la partie JRDF est pour moi la plus ordonnée, la plus claire possible. Certes, c'est une étape un peu longue parce qu'il y a une étude de faisabilité en amont pour vérifier l'acceptabilité et la possibilité de réaliser les travaux de réseau et de raccorder du site jusqu'au point de livraison. Mais une fois que, je dirais, cette première étape est faite, il y a toutes ces démarches administratives, ces conventions pour passer dans les différentes communes, puisque le réseau reste uniquement sur voie publique et ne reste pas en voie privée, donc c'est quand même très important. Et donc, en fonction de la distance entre où on a la création de l'unité jusqu'au point de raccordement, il peut y avoir 1, 2, 3 ou plusieurs communes. Donc voilà, faire accepter le projet par rapport à tout ça et clarifier et avoir un suivi administratif très, très rigoureux et très strict. Et là, moi, en plus, je pense que j'en discutais un petit peu avant en aparté, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un interlocuteur en une personne de Daniel Méry sur ma région, sur mon secteur, d'une grande qualité et d'une grande connaissance de ce milieu-là. Et pour moi, GRDF a été pour moi la partie la plus évidente, puisqu'il maîtrise de A à Z toute cette partie administrative et on n'a pas de mauvaise surprise à la sortie, et c'est quand même important. GRDF accompagne donc des porteurs nombreux sur le territoire, mais continue toujours d'innover et de chercher donc des services nouveaux. Vous m'avez notamment évoqué Thomas Watt, qui est donc une structure qui va pouvoir apporter de l'innovation pour les porteurs de projets. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors de façon générale, le sujet de la biométhanisation a ouvert un champ d'innovation incroyable, parce qu'en fait on est rentré par le petit bout de la lorgnette il y a une douzaine d'années maintenant sur ces questions de fabrication de gaz renouvelable, et aujourd'hui on s'aperçoit que tous les pans d'activité sont susceptibles de faire l'objet d'innovation. Alors Thomas Watt, c'est quoi ? C'est simplement comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation de l'énergie sur un site de production, soit en allant avec des installations type photovoltaïque, type éolienne, mais aussi en travaillant l'optimisation des process, c'est-à-dire quels sont les objets qui consomment, comment est-ce qu'on peut gérer cette consommation, et puis aussi en allant jusqu'à la gestion de la facturation, parce que de toute façon, le pôle énergie est un pôle important dans les coûts de production du biométhane. D'accord, et puis comme on l'a vu, voilà, on cherche effectivement donc à simplifier aussi tout le parcours en fait, des porteurs de projets. Peut-être juste revenir quand même sur quelques points d'innovation en plus donc, que travaille GRDF pour les prochaines années ? Oui, alors juste pour faire simple, avec la biométhanisation, on s'est aperçu aussi qu'il y avait toute cette aventure du CO2 biogénique. Voilà, alors le CO2 biogénique, c'est quoi ? C'est du CO2 qui aurait été émis de toute façon dans l'atmosphère par la dégradation des plantes. Mais comme on a fait du biométhane avec, ce CO2, il est là et autant s'en servir. Alors on va remplacer le CO2 gris issu du fossile qui fait de l'ammoniac, qui fait des produits chimiques divers, par du CO2 bio. Et donc la recherche va dans tous azimuts, alors que ce soit le CO2 alimentaire, le CO2 type biochar pour demain aller réenrichir les champs dans leur capacité à capter de l'eau et des oligo-éléments. Et on va aussi vers ce qu'on appelle les e-crudes, les carburants bio. Et on va aussi dans plein de domaines, mais bon, on va peut-être pas être trop long, mais vous savez, on fait de la neige carbonique, on fait plein de choses avec le CO2. Voilà. Donc il va falloir vous réinviter, une émission entière, mais il faudra revenir sur de l'innovation en méthanisation pour la transition agroécologique. Merci beaucoup Blandine, merci Hugues. On passe à la prochaine rubrique, la rubrique 100% environnement avec Mathieu Ponchon tout de suite. Alors c'est un éleveur qui a décidé de s'engager dans la décarbonation et qui voulait quand même maintenir, voire retrouver la qualité de ses sols. C'est Mathieu Ponchon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je te souhaite la bienvenue sur le plateau. Sébastien en face de toi est éleveur aussi. Et voilà, on est vraiment ravis que tu viennes raconter ton parcours sur le plateau parce que tu as vraiment fait tout un cheminement sur ces questions de décarbonation et de matière organique du sol. Donc
voilà, tu as fait rapidement, tu as aussi participé au programme Les Deux Pieds sur Terre de Danone qui t'a permis de faire un crowdfunding, comme on dit en bon français, sur Mimosa, où les gens peuvent retrouver d'ailleurs une partie de ton projet. Mais le départ, c'est intéressant, c'est venu d'un projet collectif du côté de chez toi, tu es dans le Rhône, si je ne me trompe pas, et de ta Cuma, qui a été labellisée GI2E en 2017. Oui. Et tout est parti de là finalement. Oui, quand ça a été le gros point de départ, c'est donc notre Cuma a été labellisé GI2E, donc derrière avec 3 axes de travail sur le sol, sur les haies et sur comment faire des fourrages de qualité. Donc on a eu des formations avec un collectif de 17 éleveurs. Très intéressant parce que ça nous a créé une dynamique en fait Cuma. On a pu acheter du matériel qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, qui nous a permis de travailler le sol différemment et de prendre conscience qu'on avait un sol qu'il fallait préserver pour que ça continue de pousser correctement sans arroser. Et à partir de là, donc, c'est ce que je disais, vous avez cheminé tous ensemble et donc petit à petit, tu as mis des choses en place dans ta propre ferme, enfin vous avez mis des choses en place collectivement. Et alors justement, qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu ne fais plus ou qu'est-ce que tu fais moins ou qu'est-ce que tu fais de différemment? Eh ben, chez nous, l'exemple type, c'est qu'on était en système Regra maïs avec labour. Et en fait, on a vendu la charrue depuis 3 ans. Donc ça, on progresse, on a changé nos itinéraires techniques, on met de plus en plus de métail avant maïs pour arriver à plus travailler le sol ou le travailler superficiellement. Chez moi, je le fais, mais je change pas du tout au tout. C'est sur 10 hectares, j'en ai passé 5 en métail maïs, 5 que j'avais laissé en Regra maïs. Par contre, j'essaie de faire du Regra maïs sans mettre de glyphosate. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui fait que ça me fait une évolution petit à petit. Une transition petit à petit. Et ça me perturbe moins mentalement déjà, parce que ce que je dis, c'est pas du changement qu'on demande, c'est de l'évolution en fait. Et moi, j'essaie d'évoluer vers du positif pour moi et ma manière de travailler, quoi. Et un des mots d'ordre dans la Cuma, c'est quel sol souhaitez-vous laisser à vos enfants? C'est ça, c'est ce qui vous guide, en fait. C'est la grande phrase qu'on a pris à certains, qu'on répète et qu'on redit, c'est quel sol voulez-vous laisser à vos enfants et à vos petits-enfants, et aussi quel sol on veut avoir nous. Parce qu'en fait, on espère que notre sol, il va s'améliorer petit à petit. Après, on sait que ça met longtemps. Donc l'évolution, on la voit pas tout de suite. Par contre, on espère que dans quelques années, on sera mieux, quoi. Alors, quelques conseils, messages par rapport à ta propre expérience, à ceux qui veulent se lancer. Il faut un déclic, il faut un collectif En fait, pour se lancer, il faut déjà oser dire ce qu'on fait chez nous. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font plein de choses super bien. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de le communiquer, ou pas l'envie, ou les deux. Donc, au bout d'un moment, c'est ça. Ce qui nous manque, c'est vraiment le temps. Et oser dire qu'on fait des choses qui soient bien, pas bien. En fait, parce que des fois, on se loupe. On est tous pareils. De toute façon, qu'on soit n'importe où, des fois, on prend une calotte. Par contre, des fois, on fait des choses un peu mieux. Et puis, c'est surtout qu'on ose communiquer. C'est un exemple tout bête, c'est par rapport à l'érosion et au labour. Il y en a plein qui continuent de labourer. La terre, elle est toujours dans la villa du voisin ou sur le chemin. C'est quand même pas top. Et on n'a pas la même image et on va pas travailler pareillement, quoi. Donc il faut ça. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est en fait, il faut des gens qui soient moteurs pour lancer le groupe. Par contre, si les moteurs, ils n'ont pas du monde derrière, avant on disait s'ils n'ont pas de l'essence, ça ne bougera pas. Ça maintenant, on ne va pas pas dire de l'essence, je ne sais pas comment on va dire comme énergie, mais on va juste dire s'il n'y a pas d'énergie derrière d'autres éleveurs, ça ne pourra pas avancer. Et il faut oser se rencontrer, pas vouloir en faire trop. Nous, on avait fait le début du groupe, en fait, on avait visé 10 journées par an, sauf qu'au bout de 10 journées par an, il n'y a plus personne. Ouais. Donc des fois, il vaut mieux en faire que 3 petites. Et un truc tout bête qu'on ne s'est pas encore dit, mais un truc qui est essentiel, c'est les casse-croûtes. Et c'est là qu'on s'en rend compte de partout. On fait une réunion de 2 heures. On va casse-croûter 3 heures. Par contre, pendant le casse-croûte, on aura beaucoup plus avancé que pendant les 2 heures. Et ça, c'est un truc à carrément garder. C'est commencer par un repas partagé, aller manger avec quelqu'un. Il y en a un qui lance un thème, un petit animateur, et c'est parti, quoi. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton témoignage. On te retrouve sur le stand, sur le hall, c'est ça? Tu y es un peu sur ce stand? Non, c'est pas grave. Alors, je me suis trompée, pas de souci. Écoute, on peut te retrouver en ligne, comme je disais, par rapport à ton projet Mimosa. Et puis, merci beaucoup en tout cas de ton passage sur le plateau. C'est bientôt la fin de cette émission tout juste et on se retrouve demain à 14h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup Sébastien, je t'offre ce magnifique bob que je t'invite à porter. Merci. Et à bientôt, à demain, au revoir à tous. Comptoir des éleveurs.